Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce huitième Community Talk avec Time for the Planet. Nicolas Sabatier est avec nous aujourd'hui. Bonjour Nicolas. Bonjour tout le monde. Merci de nous avoir rejoints. Ça va arriver au fur et à mesure. Vous avez donc sur votre droite un système de chat qui vous permet d'échanger, discuter, rebondir sur les différents sujets qu'on va aborder pendant ce Community Talk. Vous avez un onglet aussi dédié aux questions. N'hésitez pas à l'utiliser. Nous, de notre côté, nous sommes notifiés. Donc, si vous avez vraiment des questions à poser, soit pour moi ou surtout pour Nicolas, n'hésitez pas. Bonjour. Euh, voilà, donc c'est Community Talk. Donc c'est le huitième d'une belle série de 10 Community Talk sur ces mois de juin et juillet. C'est notre dernière semaine, une semaine qui va être très dense puisque nous avons trois Community Talk. Aujourd'hui avec Nicolas Sabatier de Time for the Planet. Demain avec Vincent Montet du MBA et DMB qui nous parlera d'engagement dans la communauté et de sentiment d'appartenance. Et on terminera jeudi avec l'association professionnelle de la cuisine du web. Nicolas, bonjour. Est-ce que tu peux nous Salut. présenter, alors déjà te présenter en tant que cofondateur de Time for the Planet et nous présenter Time? Yes, carrément. Donc moi, j'ai 35 ans. Ça fait 12 ans que je fais de l'entrepreneuriat. J'y suis arrivé vraiment par hasard. Et ce qui me motive dans l'entrepreneuriat, c'est de voir est-ce qu'on peut, à travers une activité économique, apporter une plus-value à la société, qu'elle soit sociale ou environnementale. Donc là, je parle de la société avec un S majuscule, pas celle qu'on crée. Et du coup, j'ai fait ça avec donc Medicoli à travers Vitacolo, qui était une association qui a été autofinancée. On n'avait aucune subvention ni privée ni publique, et du coup on apportait une facilitation d'accès au colo pour les enfants en situation de handicap et pour les classes moyennes. On a autofinancé plusieurs centaines de milliers d'euros d'aide au départ. Donc le côté est-ce qu'on peut apporter un plus à la société à travers une activité économique? Oui, maintenant on en est convaincu. Moi, en parallèle de ça, j'ai monté 2 projets, un bar à bière, à jeux, à rencontres. Le créneau, c'est vraiment de se dire comment est-ce que, à travers un bar, on peut rencontrer du monde et qui fonctionne sous les principes de l'entreprise libérée. Donc, ça, c'est ce que j'ai expérimenté à travers ce bar. On fait confiance aux gens, pas de hiérarchie, pas de contrôle, tout est transparent, choix des salaires. J'ai monté ensuite une houblonnière bio du côté de Bourg-en-Bresse sur, plusieurs hectares. Ça, c'est un projet qui est naissant, mais ça pousse déjà depuis 2 ans. Et le dernier projet, donc c'est Time for the Planet. Là, c'est comment est-ce qu'on peut réussir à engager l'entrepreneuriat au service de la lutte contre le dérèglement climatique. On part du principe en fait que les entrepreneurs ont cette capacité à créer, à inventer sous contrainte, et que il faut absolument activer ces capacités-là au maximum pour trouver peut-être quelques solutions pour permettre de soit de régler le problème, mais ça serait vraiment très très fort si on y arrivait, soit de l'amoindrir ou d'accélérer à la résolution du problème en tout cas. Et donc c'est ça Time for the Planet. Time for the Planet, non, ça c'est le pourquoi du comment dans les grandes lignes. Mais sinon, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On trouve des personnes qui apportent des innovations de rupture pour permettre de diminuer l'émission de gaz à effet de serre ou la captation des gaz à effet de serre, la diminution de la consommation énergétique. Ensuite, on leur a adjoint un entrepreneur aguerri, donc qui sait faire, qui sait aller vite, qui sait faire que cette chose-là qui est dans un laboratoire puisse avoir une application concrète dans notre quotidien. Ensuite, on trouve des financements pour que ces personnes-là puissent se concentrer non pas sur la recherche de fonds, mais bien sur ce qu'ils savent faire de mieux, la partie tech et la partie business. Et ensuite, on partage tout ça en open source sous licence libre, c'est-à-dire qu'on donne l'innovation gratuitement à n'importe qui veut s'en servir. Donc là, vous direz, mais ils sont cons, ils créent leurs concurrents. Oui, on crée nos concurrents, on crée des marchés, parce que plus il y a de marchés qui existent dans la captation du CO2, et ben plus on peut résoudre rapidement ce problème des émissions de CO2 et donc le problème du dérèglement climatique. Mais rassurez-vous, on aura un modèle économique pour notre propre entreprise et à nous d'être bons. Mais par contre, plutôt que de courir tout seul, on se dit bah on met plein de gens sur la ligne de départ avec nous et il y a quand même vachement plus de chances qu'il y ait du spectacle et qu'il y ait un impact. Voilà, c'est ça Time. Alors comment en est venue l'idée? Parce que vous êtes plusieurs cofondateurs, je crois. Mhm.
Comment est-ce que vous en êtes arrivé à vous dire de créer une société telle que celle-ci, dont a priori la particularité est qu'il n'y a pas de ROI sur investissement. On voit beaucoup d'associés qui rejoignent Time for the Planet à partir de 1 euro jusqu'à plusieurs centaines ou milliers d'euros. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment on est venu l'idée de cette construction d'une communauté en fait d'associés? Plusieurs centaines de milliers pour certains aussi, hein, c'est pas que des cents ou des mille. Ouais, bien sûr. L'idée, c'était donc quand on a entrepris donc au départ, on se disait, bah, est-ce que on pourrait pas utiliser les outils capitalistiques pour résoudre des problèmes de société? Ça, c'est ce que je disais. Et de base, on se disait avec Mehdi, il faudrait qu'on crée une boîte, une holding qui crée des boîtes, et chaque boîte, son rôle, c'est de sortir des gens de la pauvreté. Donc, du coup, on avait un indicateur de performance des entreprises qui était juste différent que celui juste purement financier. Par contre, on était tout à fait conscient que pour sortir des gens de la pauvreté, bah, il fallait des modèles économiques sains qui se développent. Et donc, du coup, c'était ça. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 3 ans, quand on a pris conscience du désastre écologique vers lequel on s'engage, on pourra en parler si ça vous intéresse, mais c'est vraiment, vraiment flippant, en résumé. Et du coup, on s'est dit, bon, ce projet-là qu'on avait dans un coin de notre tête et qu'on voulait faire d'une façon ou d'une autre dans notre vie, il fallait qu'on le réutilise, cette fois non pas pour lutter contre la précarité, mais bien pour lutter contre le dérèglement climatique. En fait, on a considéré qu'il fallait mieux déjà sauver la planète et ensuite qu'en parallèle, on sauverait les gens ou qu'il y a d'autres gens qui sauveraient les gens, mais que de toute façon, si personne s'occupait de la planète et qu'elle se transformait en étuve à la fin du siècle, il fallait mettre ça en priorité. Donc du coup, on a juste détourné l'objet. Mais par contre, cette forme-là d'entrepreneuriat avec une holding qui SM, et plus il y a de boîtes qui tournent, plus il y a de cash qui remonte, plus il y a de cash qui remonte, plus tu peux réSMer et donc impacter, elle nous est parue assez naturelle. Et en fait, ce choix radical de dire qu'il n'y a pas de distribution de dividendes, il est lié au fait que il y a urgence, il ne faut pas qu'on perde de temps, et donc il ne faut pas qu'on perde de temps à débattre s'il faut distribuer ou pas et combien. Là, au moins, on a une armée de personnes qui sont là pour dire il faut résoudre ce problème, et l'argent, je m'en fiche. L'argent, j'en ai, j'ai de quoi vivre, et faut déployer massivement de l'argent pour pouvoir déployer massivement des solutions. Il n'y a pas de secret, hein. L'argent, c'est pas, pour nous, c'est pas du tout une finalité. Par contre, c'est un moyen d'agir. Donc, plus ce moyen existe en masse et en grande quantité, plus on peut impacter. C'est vraiment le nerf de la guerre. Donc là, vous venez d'ailleurs de dépasser un palier, je crois, c'est 500 000, c'est ça? Ouais, un demi-million sans aucune communication médiatique. Alors là, il y en a peut-être qui ont commencé à voir des choses, mais ça fait seulement depuis le 8 juillet. Mais depuis décembre et notre vraiment lancement public, et donc le lancement du fait qu'on pouvait devenir actionnaire de Time for the Planet, ça a été que du bouche-à-oreille pour ce demi-million. Bouche à oreille. Donc là, on a fait un lancement presse régional et un lancement national qui est prévu pour la rentrée. Pour la rentrée. Parce que pour certains d'entre nous là, qui écoutent 500 000 euros, ça peut déjà sembler être une belle somme, mais c'est vrai qu'on est sur un objectif de 1 milliard, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Du coup, bon, c'est pas grand. À notre échelle, nous, ça nous paraît pas beaucoup, mais gâchons pas notre plaisir. C'est quand même cool ce qu'on a fait sans com, et donc on va voir ce que ça engage par la suite. Par la suite. Ok. Alors, quelles sont les différentes typologies de membres de la communauté Time for the Planet? Parce qu'il y a notamment les associés, mais tu me disais effectivement qu'il y avait d'autres parties prenantes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment se constitue cette communauté globale Time for the Planet? Ouais, bah déjà dans les associés, ce qu'il faut voir, c'est que c'est très drôle de la façon dont c'est composé, hein. Donc, comme on disait, on peut devenir actionnaire à partir d'1 euro. Donc du coup, déjà la typologie des personnes, elle est complètement différente. On va avoir des citoyens, citoyennes, on va avoir des gens qui ont déjà monté des entreprises, on va avoir des sociétés, des fonds, des écoles. Actuellement, on a tout ça qui sont associés de Time for the Planet. Donc déjà, c'est assez rigolo de voir à quel point, on va dire, si on appelle cette communauté des associés, des actionnaires, elle est déjà assez bigarrée. Et puis après, autour de nous, c'est encore différent. On va avoir des gens qui s'investissent
En termes de relais de com, tout simplement, ils sont sur les réseaux sociaux, ils partagent des trucs. On va avoir les gens qui donnent des coups de main plus techniques. On a des gens qui nous donnent des coups de main en relecture, en mise en page, en graphisme, en photo, en vidéo. Ça, c'est des petits besoins qu'on a au quotidien, qu'on remonte et paf, paf, il y a des gens qui prennent les tickets et qui s'organisent. Il y a des gens, là, c'est quasiment des ambassadeurs, quoi. C'est des gens qui consacrent une vingtaine d'heures de leur quotidien, de leur semaine à Time for the Planet. Et eux, ils vont activer des réseaux dans tous les sens, ils vont batailler pour nous obtenir des rendez-vous. Il y a un gars là qui est en train de monter Time for the Planet à Singapour, donc il essaye de monter une filiale à Singapour. On a des gens qui nous proposent des locaux aux États-Unis. Alors pareil, ouais, ça s'étend dans le monde entier. Pour l'instant, c'est tout petit parce que c'est pas une priorité qu'on a pour le moment. Mais ça aussi, c'est assez fou. L'idée globale derrière pourquoi tous ces gens se mobilisent, c'est que ce projet de Time peut réussir si on trouve les bonnes personnes. Et ces bonnes personnes, à savoir les ingénieurs, les entrepreneurs et les financeurs puissants, on va les appeler comme ça, peuvent se trouver absolument n'importe où sur la planète. Et donc, plus on les trouve, plus Time peut réussir. Et donc, du coup, ça s'organise en une sorte de réseau géant d'intelligence collective pour soit trouver des réseaux, soit trouver des coups de main. Voilà, c'est très vaste. Excellent. Et pour toi, quels sont les fondamentaux, du coup, sur lesquels s'est créée cette communauté? Parce que certes, il y a la mission, mais Ouais. après, pour développer l'engagement, faire en sorte que les premiers associés, les premiers membres suivent, et comment est-ce que vous avez fait pour créer ce sentiment d'appartenance et cet engagement? Alors, le sentiment d'appartenance, c'est une des raisons pour laquelle on a fait une société commerciale et pas une association. C'est qu'on estimait qu'en étant copropriétaire d'une structure, le sentiment d'appartenance était décuplé par rapport à faire partie d'une asso. Parce que moi, j'ai fait beaucoup d'associatifs, on est plusieurs dans l'équipe, mais du coup, les cotisations tous les ans, c'est toujours la course pour aller chercher les gens. Ils ont donné à une époque, ils étaient chauds et puis ça a diminué. Là, tu es copropriétaire, donc du coup, on pense que le sentiment d'appartenance, il est très présent dès le début. Tu en fais partie, tu as envie que ça réussisse. Basta. Après, la mobilisation, elle dépend de chacun et c'est pas nous qui la provoquons et qui la forçons. Au contraire, on laisse les gens venir et on va capitaliser autour de justement l'envie qu'a la personne. Créer une communauté où les gens sont pas spécialement moteurs de base, je sais pas comment on fait. Je pense que beaucoup ont essayé. C'est très compliqué. Si c'est possible, bah, bravo. Voilà. Et donc nous, c'est plutôt, on va dénicher les pépites au sein de ce réseau qui se signalent et on va faire en sorte de leur donner les outils de travail pour qu'elles puissent travailler en autonomie et bouger dans les directions qui nous intéressent. Il faut juste donner le cap. Le cap, il est faire connaître Time for the Planet. Pour l'instant, c'est le nerf de la guerre. Donc c'est ça le, le, le bout du funnel quand les gens arrivent, le bout de l'entonnoir, c'est faire connaître Time. Donc du coup, tu as des gens qui nous trouvent des conférences dans des écoles, dans des boîtes. Tu as des gens qui nous font rencontrer le dirigeant de leur entreprise, des gens qui vont bah, ouais, réseauter, retrouver des entrepreneurs, nous les présenter, puis nous, on finit le boulot, on va les rencontrer. Je sais pas si je me suis pas perdu dans ta question. Est-ce que je suis toujours sur le fil ou pas? On était justement sur les fondamentaux. Sur les C'est les fondamentaux. Je pense que c'est fondamentaux. le récit qui met les gens en marche. C'est que les gens arrivent vers nous en nous disant comment moi je veux agir. C'est le bordel là, tout ce qui va nous arriver. Je veux me sentir utile, je veux agir. C'est 90% des gens qui arrivent vers chez nous. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on commence déjà à déconstruire. C'est que en tant qu'individu, si tu veux impacter, c'est pas possible. Enfin, ou alors, je sais pas, pareil, je sais pas encore comment. Par contre, du coup, comme ils arrivent dans un récit où ils comprennent cette notion de cette structure de time peut peut-être impacter, pousser, peser, jouer avec les rapports de force, justement, en étant très gros, ben moi, je suis une fourmi dans cette fourmilière. Et donc, du coup, ça donne le sentiment que, ok, je peux faire seulement des petits trucs, mais de base, on peut tous faire que des petits trucs.
À moins déjà d'être président du monde, mais bon, voilà. Et encore, des fois, on commence à même se poser des questions. Mais du coup, on donne du sens au travail de fourmi. Tu as l'impression que c'est rien, mais si tu nous chopes un rendez-vous devant 100 personnes, bah, ça impacte 100 personnes. Et comme il y en a 10 comme toi, on en touche très rapidement, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais 1000 du coup. 1000 très vite. Donc déjà, c'est que le récit dans lequel ils arrivent ait du sens. Donc ce qui accroche beaucoup les gens, c'est ce côté, il faut que Time soit gigantesque pour impacter. Il faut que Time donne sa verticale sur la lutte contre le dérèglement climatique qui inquiète beaucoup, beaucoup de gens. La non-lucrativité, c'est un côté de réassurance parce qu'ils se disent OK, j'arrive là et tous les gens qui vont s'engager à mes côtés, ils vont vraiment être là pour résoudre le problème. Et donc ça c'est très très fort en termes de récit. Et du coup, ça met les gens en mouvement, ouais, clairement. Donc aujourd'hui, c'est une communauté de combien d'associés et en étendue avec l'ensemble des parties prenantes, tu pourrais estimer que ça fait à peu près combien de personnes engagées autour de Time? Ouais, on doit être autour de 2000, je crois. J'ai pas regardé précisément, mais je crois qu'on est quasiment à 2000. On parlait de fêter le 2000e il y a pas longtemps, il y a quelques jours, donc on doit être dans ces eaux-là. Et après, c'est un petit noyau qui est autour, donc c'est pas significatif par rapport à 2000, mais je pense qu'il y a sur ces 2000 personnes, associées ou non associées, il y a bien une cinquantaine, centaine de personnes qui donnent des coups de main. Alors, tu as des gens, voilà, comme je te disais, une vingtaine d'heures par semaine. Et puis, il y a des gens qui ont donné un coup de main à un moment et qu'on n'a plus revu mais qui suivent et qui disent je suis dans l'ombre et dès que vous avez besoin, paf, je sors du bois et je suis là. Je pense que c'est une des façons d'ailleurs d'activer une communauté et une intelligence collective, une forme, c'est de dire bah là, voilà, là, on est bloqué. Et là, on a besoin d'un coup de main. On a besoin de rencontrer telle personne, on a besoin de solutionner tel problème technique. Et de là, eh ben, les gens qui suivent arrivent. Donc, moi, ça, je pense, je suis convaincu que c'est une des clés aussi pour activer les choses. Et aussi, il faut des outils. Il faut des outils, donc soit des réseaux sociaux qui sont suivis, donc actifs, soit des outils via des choses comme Slack ou Discord. Là, on est sur Slack et on va basculer sur Discord justement parce que c'est une communauté, enfin un réseau beaucoup plus ouvert. On peut y arriver euh, simplement depuis un lien, alors que Slack, il faut des invitations, c'est un petit peu plus complexe. Et le but ensuite, c'est comment est-ce que ces gens sont accueillis. Et donc, c'est créer aussi un rôle qu'on surnomme gluon. Peut-être que le nom changera, mais le gluon, c'est le nom de l'interaction la plus forte dans la matière de l'univers. Et donc, du coup, le rôle de gluon, c'est des gens qui vont faire du lien entre des gens. Alors finalement, toi, tu as inventé une application et c'est génial. Mais du coup, nous, sans ce truc-là, on s'était dit, bon, bah, comment on remplace quelque chose qui peut être un algorithme? Eh ben, on va le remplacer par des humains. Et la mission de ces gluons, c'est d'accueillir, de mettre en lien avec les besoins et, euh, et du coup, de démultiplier ça, en fait. C'est comme ça, très matériellement et concrètement, qu'on va le pousser, nous, à notre échelle. Ce qui sera effectivement possible sur Superconnecteur en septembre. Trop bien. Ok, alors du coup, comment est-ce que vous êtes organisé? Parce qu'au début, vous étiez deux, trois cofondateurs. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui s'étaient rattachées aux cofondateurs. Il y a un conseil de bienveillance. Comment est-ce que vous êtes organisé? Et est-ce que tout le monde est bénévole? Ou est-ce que d'une certaine manière, vous vous rémunérez déjà avec peut-être les fonds qui ont été apportés? Quel est le fonctionnement aujourd'hui de Time? Parce que c'est du temps, c'est de l'investissement, il y a des outils. Alors le lapsus conseil de bienveillance est vraiment magnifique. Je pense que tu faisais allusion au conseil de surveillance, non? Ah non, tout à fait. Et du coup, c'est chouette parce qu'il est très bienveillant, ce conseil de surveillance, donc tout va bien. Ouais, alors donc forcément, bah, au début, on est 3 et il faut aller chercher, et on rencontre en fait d'autres profils avec les mêmes valeurs que nous. Un profil, donc ça c'est Arthur, plus sur l'aspect communautaire, un profil plus ingénieur, ça c'est Denis et un profil plus média, c'est Colline. Et du coup, bah, déjà ça se fait comme ça à la base. On trouve une forme juridique qui nous permet bah, justement d'agréger des actionnaires, d'agréger des associés de façon très simple, qui est la société en commandite par action. Et dans cette forme de société où en gros
Les fondateurs sont quasiment indéboulonnables. Ils sont là ils sont missionnés pour porter le projet. Et du coup, peu importe comment ils sont dilués, ils peuvent donner la direction, donner le cap. C'est vraiment ce dont on avait besoin pour mener ce projet Time. Et ensuite, le conseil de surveillance, c'est des représentants des actionnaires. Et eux, leur travail, c'est de vérifier que ce qu'on fait est bien conforme à ce qu'on a annoncé. Donc ça, c'est des gens qui sont élus, qui sont actionnaires à la base et qui sont non rémunérés. Donc leur travail, c'est de venir nous challenger. Pour l'instant, c'est un peu comme des miroirs pour nous parce qu'on co-construit avec eux. À plus long terme, ça sera vraiment les gardiens du temple, quoi. Ils seront là vraiment pour checker, tout vérifier. Mais bon, a priori, si on se lève le matin pour faire ça, je vois pas pourquoi on ferait l'opposé inverse. Ce serait un petit peu bizarre, on serait un peu schizo. Mais en tout cas, c'est vraiment leur rôle, c'est de contrôler, c'est de surveiller. À côté de ça, attends, je me perds un peu. C'était comment on est structuré, hein, c'était ça? Ouais. Ok. À côté de ça, tout simplement, on va exprimer des besoins. Une fois par semaine, on reçoit des gens qui veulent donner des coups de main à Time. Donc, on les accueille, on a un petit webinaire et on leur explique comment est-ce qu'ils peuvent aider. Donc, on a des besoins très, très urgents et qui paraissent être rien quasiment au quotidien. Mais je t'assure que quand on publie des contenus, plusieurs contenus par jour, ça fait du bien d'avoir des gens qui sont capables de nous relire les textes avant qu'on les publie. Donc, on exprime ces besoins-là, de la relecture, de la photo, du montage vidéo, de la veille technologique. Et donc, on est structuré au sein d'un Slack, une communauté Slack, avec des channels. Et du coup, chaque channel, on sait quel est l'objet de ce channel. Et donc, du coup, du tac au tac, tiens, on a tel besoin en traduction et il y a des gens qui sortent du bois et qui vont nous faire le petit texte traduit. Donc, de façon très pragmatique, c'est comme ça que ça fonctionne. Nous, les 6, oui, on a tous nos activités qui nous permettent d'avoir des revenus. Et donc, du coup, on se consacre à 90% de notre temps de travail hebdomadaire à développer Time et on n'est pas rémunéré pour ça. Plus tard, il le faudra peut-être mais pas pour le moment. On s'est mis comme marge de pas se rémunérer avant qu'il y ait 10 millions de levées de toute façon. Donc, voilà. Je sais pas si ça a un degré d'importance, mais c'est ça l'idée. Ok. Et alors, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est la vision de Time for the Planet et vers quoi est-ce que Time doit tendre dans les prochains mois ou les prochaines années? Est-ce qu'il y a des steps qui sont bien identifiés? À quand la création de la première entreprise? Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la mécanique que vous envisagez de mettre en place? Et du coup, quelles sont les attentes de la communauté vis-à-vis de ces projets? Bien sûr. Le but, c'est d'aller créer 2-3 premières entreprises dans l'année qui va venir. Et du coup, d'aller chercher 4 à 5 millions d'euros pour pouvoir les financer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une façon de monter les boîtes qui est complètement différente des modèles classiques également. On rentre majoritaire, on préserve, on est là pour vraiment prendre toute la place, préserver l'équipe. En fait, on est aligné sur la vision et sur les modalités financières. Et donc, du coup, notre but, c'est de les sécuriser. Donc, la contrepartie du fait qu'on soit majoritaire d'entrée, c'est de les salarier. Et ensuite, le deal, c'est qu'à partir du moment où le modèle économique il est trouvé, que l'entreprise se développe et que la technologie a commencé à se diffuser, l'équipe fondatrice peut nous sortir tout ou partie quand ils veulent par dilution de capital. Donc ils refont des prêts et ils nous sortent par dilution de capital. Nous, on peut recapitaliser Time et réessaimer. Donc soit ils nous gardent parce qu'ils nous aiment bien en tant que majoritaire, soit minoritaire, et du coup il y a un financement via les distributions de dividendes des filiales, soit ils nous sortent complètement par dilution de capital. Et donc le but, donc, c'est de créer les 2-3 premières d'ici quelques années, d'ici un an, pardon, et d'aller chercher 5 millions. C'est ça les prochaines steps. Ok. Et il y avait une notion justement par rapport aux dividendes, le fait que justement il n'y aurait pas de dividendes dans Time, parce que quand on investit, c'est de l'argent qui est automatiquement réinjecté dans les entreprises, etc. Est-ce que du coup Mm, c'est la même
mécanique pour les entreprises qui vont être créées, où les entreprises en question prennent ensuite leur indépendance et redeviennent capitalistiques. Et Non, non, mais comment... même avant, hein, il peut pas y avoir de modèle économique, enfin, il peut pas y avoir de pérennité d'un projet s'il n'y a pas de l'argent pour l'alimenter. C'est un peu comme de l'huile dans un moteur ou du sang dans notre corps, c'est vital. Donc, du coup, toutes ces boîtes, elles vont avoir un modèle économique. Les fondateurs auront une autonomie décisionnaire quasi totale. Nous, on est là pour garantir l'open source. Voilà, c'est ça notre place, et pour injecter de l'argent. Donc pour leur faire gagner du temps, pour qu'ils passent pas 9 mois à ne pas faire de l'opérationnel pour aller faire de la levée. En gros, là, ils feront de l'opérationnel tout le temps et nous, on leur fait les levées. Et du coup, voilà, ça répond à la question, je pense. Mais par contre, après, oui, oui, eux, ils font de l'argent, ils génèrent des bénéfices, ils distribuent des bénéfices s'ils ont envie, et voilà. Mais c'est pas notre priorité, en fait. Par contre, comme ils seront décisionnaires, si à un moment ils veulent distribuer, ils pourront. Mais c'est pas du tout un truc important, en tout cas. Nous, on voit plus ça, les sorties par dilution de capital, voilà. Mais on a la conviction quasiment sûre qu'il y a des équipes qui seront tellement attachées à faire partie de Time qu'ils voudront pas nous sortir et qu'ils financeront Time de cette façon-là, en distribuant une grosse partie des dividendes à Time. Pour revenir aujourd'hui à l'animation de cette communauté, est-ce que vous avez créé des rituels communautaires du type événementiel ou de communication qui sont importants justement pour développer la communauté ou pour développer l'activité en interne à la communauté? Parce que tu parlais typiquement des webinars, il y a le Slack en termes d'outils. Est-ce qu'il y a Ouais. d'autres choses que vous avez mis en place avec une certaine régularité? Est-ce qu'il y a aussi un objectif pour que ces associés se rencontrent ou est-ce que chacun prend son ticket et chacun fait apporte ce qu'il peut apporter de près et de loin à la communauté? Alors nous, ça nous paraît indispensable que les gens se rencontrent physiquement. Donc on aura une occasion par an, c'est l'assemblée générale. Donc je t'explique pas le bordel que ça va être si jamais on est à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de personnes dans le monde entier. Vous avez Mais bien on trouvera des solutions. En tout cas, donc déjà, il y aura ces événements-là. Et après, oui, on a absolument envie, bah, tu vois, déjà, tous les gens là qui s'investissent, là, prochainement, il faut qu'on organise un apéro avec eux pour les remercier pour tout ce qu'ils font. On croit aussi beaucoup au hasard qui provoque des choses positives. Donc la sérendipité, tu cherches pas forcément quelque chose, mais paf, ça arrive. Et donc ça se provoque quand des gens se rencontrent et se mélangent également. Donc du coup, on prévoit, c'est pas encore prévu, mais on prévoit ouais, de faire des événements physiques, de rencontres, d'explications de time, de formation également. Ouais, alors il y a ça, je vais les distinguer, on va dire les événements festifs et de rencontres, ça c'est prévu, et également des formations. Parce que c'est des besoins qui nous sont remontés. C'est moi, comment est-ce que je peux pitcher Time à mes potes, comment je peux pitcher Time à mes réseaux, et comment je peux incarner Time dans un autre pays du monde. Et donc, du coup, c'est des niveaux de connaissance de Time qui sont assez différents, mais sur lequel on va créer des niveaux de formation, Donc, finalement, qui peut être une demi-journée pour juste savoir pitcher Time. C'est pas très, très compliqué. L'étape d'après, c'est vraiment, moi, je veux aller voir mon patron, mais je sais qu'il va me cuisiner dans tous les sens. Il faut que je sois capable de répondre aux 20 questions de la mort de Time qu'on pose tout le temps et qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bah, du style, voilà, pourquoi une société commerciale qui distribue pas plutôt qu'une association? Bah, il y a une réponse qui existe clairement, c'est penser et repenser. Et donc, il faut qu'on soit capable. Donc ça va être plutôt un boulot d'une journée, voire un week-end. Ça va être beaucoup plus long. Et puis l'aspect, je vais monter Time en Espagne, bah laisse tomber là, il faut tout connaître dans les détails et ça, il y a des centaines de pages de dossiers à maîtriser, donc ça va être encore plus long. Et donc ça passera aussi par bah, peut-être de la visio parce qu'on commence tous un petit peu à s'y habituer, mais je pense que dans notre ADN, il y a la rencontre physique qui est très importante, donc ça sera aussi couplé à un moment ou à un autre par ça. Ok. Est-ce que vous envisagez de créer des groupes ou des clubs en interne que les membres eux-mêmes vont pouvoir s'approprier pour contribuer activement à Time?
Ouais, alors nous, on a une vision très horizontale des choses. Ce qu'on espère, c'est que ça se fera via des gens qui prennent des leads et pour organiser un time dans plein de grandes villes, des réunions, des rencontres, avec toujours finalement le cap de pourquoi ces gens-là feraient ça, c'est que le nerf de la guerre, ça sera faire connaître Time. Il faut que Time devienne anxiogène tellement Time sera partout. Parce que si les hasards, on veut qu'ils se passent, eh ben, il faut aussi les provoquer. Et donc, ça se provoquera par un côté très réseau, toile, diffusion. Et donc, on a envie que ça se passe comme ça. Donc, au début, peut-être qu'on va le provoquer un petit peu, on va les créer, on va tâtonner, on va itérer, parce qu'on ne sait pas forcément encore quel va être le modèle qui va fonctionner. Mais le but, c'est le plus tôt possible, dès la rentrée, de commencer à essayer ça, ouais, ces rencontres physique et puis d'essaimer et de voir, de trier en fait, de voir les formules qui fonctionnent bien, pas bien. Mais oui, oui, il faut que les gens se rencontrent physiquement. Pour nous, c'est un indispensable. Une question de Sébastien, pourquoi ne pas être parti directement avec une première entreprise, une sorte de flagship, je n'arrive pas à voir la suite de la question. Une sorte de flagship du projet. Ok. Clac, 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 clac. Bah, parce qu'il faut des fonds en fait pour la financer et que pour l'instant, quand on part de rien, on n'en a pas. Donc, si tu veux, quand je décrivais les deux, trois premières, en fait, c'est nos flagships parce que oui, pareil, je crois qu'on l'a pas dit, mais nous, le but, c'est de créer une centaine d'entreprises, donc basées sur une centaine d'innovations. Là encore, hein, si on veut vraiment impacter sur ce problème qui est gigantesque, il faut être gigantesque. Et rien que nous, on est tout à fait conscient que 100 boîtes et 1 milliard, c'est tout petit en fait, c'est assez dérisoire. Donc, plutôt que d'en créer un flagship, on va en créer trois. Comme ça, parce qu'on sait qu'il y en a potentiellement un qui va soit mettre du temps, soit se péter la gueule rapidement. Donc, là encore, tout miser sur un, c'était trop risqué. Donc, parce que finalement, ah bah ça c'est le flagship de Time, ça n'a pas marché, oh, bah, Time c'est pourri. Donc, direct, il faudra qu'on en crée trois, nous, des flagships. Ok. Donc, c'est ça que je décrivais tout à l'heure. Mais c'est vrai que j'ai pas mis le mot, mais c'est. À moins que ça corresponde pas, Seb, tu nous dis, mais moi, c'est exactement la vision que tu décris, ce que nous, on entend par ces deux, trois premières. Pour nous, c'est ça qui va être mis en avant et il faut absolument qu'on leur donne le maximum de chances de réussir parce que comme on va être attendu au tournant, justement, si elles foirent, eh ben, les gens vont se dire, ouais, ça marche pas. Alors que nous, on sait très bien que, puis toi, sans doute, enfin, tous les gens qui sont entrepreneurs, des fois, il y a du pas de bol, il y a du mauvais moment, etc., etc. Donc, il faut qu'on en donne d'autres, trois. C'est le cap qu'on s'est fixé. Ok. Et quels sont justement, tu parles de ce cap-là, et quels sont les KPI justement que vous suivez au quotidien ou mensuellement autour de Time? Ouais. Bah, un peu comme tout à l'heure, je te disais, on se disait tout à l'heure, bah, on veut lutter contre la pauvreté, bah, il suffit de sortir, de compter le nombre de gens qu'on sort de la rue, tu vois, c'était ça le facteur d'indicateur de réussite des entreprises. Là, ce qu'on a appelé le TRP, le taux de retour pour la planète. En Mm. fait, c'est un ratio entre les équivalents CO2 non émis ou captés par euro investi. Et du coup, c'est aussi ça qui sera l'indicateur peut-être du choix entre deux techs, par exemple, qui pourraient se positionner sur le même truc. Je sais pas si c'est de la captation de méthane, par exemple. Et ben, on regarderait tout simplement celle qui, par euro investi, permettrait d'en capter le plus. Et donc, l'indicateur de réussite des filiales, c'est ça. C'est bah, à la fin d'année, on fait le point de combien on a capté, économisé de CO2 par rapport aux moyens déployés. Et donc, le but, c'est d'améliorer ça constamment. Et donc, pareil, l'indicateur de réussite de Time, finalement, bah, c'est la somme de toutes ces filiales. C'est le TRP également. Parce que finalement, ce qui est important, je pense, quand on fait un projet, c'est de pouvoir mesurer son impact et que très souvent, l'impact qui est mesuré, c'est l'enrichissement qu'on a créé. Parce que c'est très simple à faire, en fait, finalement. Si dès le début, ce que tu veux faire, c'est impacter sur la société, peu importe le domaine, tu peux vraiment te fixer ça comme indicateur. Nous, à l'époque où on faisait les colonies de vacances, on mesurait vraiment au nombre de bourses qu'on avait créées pour les classes moyennes et d'enfants en situation de handicap qui avaient pu partir grâce à nous. Et sur les années où ça se passait moins bien économiquement, ben, ça remettait tout en question parce que on avait échoué en fait. C'était ça notre indicateur. C'était vraiment, vraiment ça. C'est vraiment une question de regard dès la création et ensuite
si tu suis cet indicateur-là, c'est pareil que de l'argent, mais c'est pas de l'argent. Mais tu vas avoir les mêmes ascenseurs émotionnels en termes de je suis content ou je suis déçu, quoi. On Ok. est très basique, hein, les humains. On a réussi, on est heureux, on a échoué, on est triste. Après, le qu'est-ce qui fait on dit que c'est un échec ou une réussite, ben, c'est à nous de le déterminer, ça. Donc là, pour toi, maintenant, quelles sont les nouvelles étapes à venir? Vous venez en plus de passer une période du Covid, mais j'ai l'impression que ça n'a pas vraiment ralenti votre croissance. Non. Au contraire, d'ailleurs, ça a été plus une période où vous en avez profité, je crois, pour organiser pas mal de webinars qui ont permis justement de faire connaître Time. Et du coup, maintenant, quelles sont les étapes à venir là, d'ici la fin de l'année pour Time for the Planet? Le début du confinement aussi a été une super façon pour nous de peaufiner et de montrer avec toute la transparence qu'on voulait faire. Donc, on est passé d'un site internet qui avait 2 pages à un site internet qui en a une centaine avec énormément de contenu. Donc déjà, on en a profité pour ça. Et après, ouais, on s'est dit, bon, bah, ok, on va faire des visios, quoi, on va voir ce que ça donne. Et puis c'est drôle parce que la première était catastrophique dans le sens où on maîtrisait pas les outils. La liseuse, elle s'est emballée et en fait, Mehdi, le pauvre, il a fait une conférence où il savait pas quel slide allait arriver. À chaque fois qu'il cliquait, c'était random. Donc du coup, la conférence n'avait pas trop de fil, donc c'était très compliqué à suivre. Puis après, voilà, bah, tu trouves les outils, t'améliores et puis on a eu des confs à quasiment 200 personnes. On a noté que ça s'était un tout petit peu essoufflé sur la fin. On ne sait pas trop l'expliquer. Peut-être que les gens étaient aussi saoulés au bout de 2 mois et demi de faire des webinaires, tu vois. Il y avait un effet waouh au début et puis après moins. Voilà. Et du coup, je suis désolé, j'ai encore perdu le fil. Alors, quelles sont les prochaines étapes justement de Time là, d'ici la fin de l'année? Est-ce que vous avez des Ah oui, objectifs, des choses concrètes là, des objectifs ouais, à ouais, bien atteindre? sûr. Et ben, c'est de lancer des diffusions médias, donc au niveau national en septembre-octobre, et puis essayer de toucher de l'international en début d'année 2021. Mhm. L'objectif, c'est d'aller chercher, comme je disais, 5 millions pour financer les 3 premières boîtes. Donc, il y a un énorme chantier sur détecter et sélectionner les premières boîtes dans lesquelles on investira, avec donc des filtres scientifiques, des filtres, premiers filtres d'évaluateurs, donc des gens qui ont une connaissance, on va dire ingénieur, scientifique assez large, qui sont capables de donner un premier regard. Là, on va trier du coup entre les projets sérieux et les projets de charlatans. Ensuite, constituer un comité scientifique plus expert pour donner un avis plus critique et du coup aussi qui va nous dire bah là il va falloir être sensible à ça, mais ils vont quasiment se parler entre eux déjà entre l'ingénieur du projet et puis eux. Ensuite, faire vérifier qu'il y a bien un marché potentiel pour pouvoir vendre ce projet-là. Donc ça avec des tests en gros hacking, beaucoup. Et ensuite, soumettre tous ces dossiers, tout ce dossier-là au conseil de surveillance, tu vois, il revient, qui vérifie si oui ou non on a bien fait le taf pour sélectionner les projets. Et ensuite, on soumet ça en assemblée générale, même si a priori, bon, à ce stade-là, vu le nombre de filtres techniques et poussés qu'il y a eu, le projet quand même devrait être stable. Mais symboliquement, il y a un vote en AG aussi à la fin. Mhm. Et donc, ce vote-là nous dit que oui, Time peut bien investir dans ces projets-là. C'est ça les grandes étapes de l'année qui arrive. Et faire diffuser à plus grande échelle, parce que pour l'instant, on est connu surtout dans des niveaux régionaux, Rhône-Alpes, on va dire, et encore Rhône, quoi, surtout. Et donc, voilà, faire de la com nationale et internationale, et puis aller chercher les premières techs et trouver les premiers entrepreneurs et constituer les premières équipes et lancer les projets. Et je t'assure qu'on a putain de hâte de pouvoir lancer ça parce que pour l'instant, on parle, mais on n'a pas encore lancé les premiers projets et c'est ça le cœur de Time, quoi. Donc, et comme on aime bien le concret et pas le blabla, on a nous-mêmes besoin de réduire cette dissonance et de dire ça y est, on y est, on fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un vraiment qui est dédié à l'animation de la communauté au sein de Time ou vous êtes tous un petit peu répartis des tâches, vous fonctionnez comment? Ouais, c'est moi. C'est moi. Le but, justement, bah, ça va être le côté que les gens qui arrivent, ils sachent ce qu'ils peuvent faire. C'est un des premiers axes. Comment ils peuvent le faire, donc présenter les outils.
Ensuite, détecter aussi les pépites au milieu de tous les gens qui vont arriver et avec beaucoup de gens qui vont vouloir parler parce que c'est le propre de l'humain. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont des parleurs et peu de gens qui sont des faiseurs. Et donc, du coup, il va falloir trouver les faiseurs au milieu de tout ça, les gens qui vraiment vont être pro, réactifs, prendre des initiatives, qu'en fait, on n'aura quasiment pas besoin de driver, mais juste à récolter les fruits de tout ce qu'ils font. Il y a tout un travail, je sais pas toi si tu t'as intégré ces notions-là, mais sur enfin, je pense que si d'ailleurs tu as fait allusion tout à l'heure, sur le fait de valoriser quelqu'un qui a fait quelque chose pour un projet commun, pour un projet collectif. Et donc du coup, pareil, on a tout un travail là-dessus. On a une page associée, je sais pas si tu l'as vu, où on met en avant tous les gens qui ont envie de montrer que Time, c'est plein de gens différents. Que ça va être des profs, des entrepreneurs, des étudiants, etc. Et du coup, sur ces profils-là, sur cette page, il y aura des systèmes de badges en fonction de plusieurs catégories, en fait, en fonction déjà de ce que tu investis, en fonction de ce que tu arrives à capter en termes de nombre d'actionnaires aussi, donc un système de parrainage. Euh, des badges aussi sur l'aspect je donne des coups de main régulièrement dans tel et tel domaine. Donc ça, c'est plus la partie justement compétences coups de main. Et puis également en fonction de ton rôle, justement, un petit quark gluon qui donne des petits coups de main comme ça. Côté plutôt ambassadeur je donne énormément de temps, énormément de réseau. Donc ça, c'est plutôt des titres honorifiques en fait qui seraient demandés par d'autres et puis que nous ensuite on pourrait mettre en avant. On pense qu'il faut vraiment réussir à se dire que c'est cette communauté qui va s'auto-animer et détecter tout ça. Donc nous, il faut qu'on la charge de cette mission-là, de trouver les gens qui font des choses de dingue, de trouver les gens qui font du lien entre les gens. Pour nous, pareil, c'est une part indispensable, quoi. Il faut qu'il y ait des gens dont c'est ça leur rôle, c'est de faire du lien entre les gens. Et en plus, il y a des gens qui adorent ça, discuter avec les gens, rencontrer, etc., etc. Voilà, donc des systèmes comme ça, un petit peu de rétribution via des badges. C'est de la gamification en fait. Il y a des gens qui sont hyper sensibles à ça. Et puis c'est surtout qu'il y a des gens qui se donnent beaucoup et puis quand ils savent pas trop pourquoi ils le font parce que c'était à la fois important le projet, mais en même temps on a tous un besoin de reconnaissance et donc il faut qu'on arrive à le rendre concret ce besoin de reconnaissance. Il y a des gens qui s'en tapent de la reconnaissance, mais on se dit si c'est important pour certains, il faut le faire. Dernière question pour toi, qu'est-ce qu'un bon community builder, un bon animateur de communauté? Quelles sont ses qualités premières et qu'est-ce qui fait que ça va être un bon community builder? Très intéressant. Je pense que c'est quelqu'un qui donne une vision, qui donne un cap déjà de qu'est-ce que cette communauté elle fait, comment elle se retrouve, qui est un peu un gardien des valeurs aussi parce qu'on peut s'épanouir dans une communauté quand elle a du sens. Donc ça passe par les valeurs. Il faut que tout soit transparent, être capable aussi de reconnaître ses échecs. Bah là on a merdé parce que du coup c'est de la réassurance. Tout le monde accepte que des gens foirent des trucs. Par contre, on n'aime pas trop les gens qui font comme si rien n'avait foiré alors que c'est obvious que ça a foiré. Donc, pour moi, le gardien enfin, l'animateur, il doit avoir tout ça. Être clair sur les caps, les outils également. Je pense que les outils, si tu veux faire des trucs et puis qu'il n'y a rien qui est vraiment adapté à comment je fais, où est-ce que je le note, quel retour j'ai, est-ce que ça a servi à quelque chose mon truc. Si tout ça c'est pas prévu, ça marche pas trop. Donc c'est ça aussi le rôle de l'animateur. Et puis je pense de mettre en avant, de célébrer, tu vois, des gens qui ont fait des choses, de pouvoir dire bah voilà, c'est grâce à lui qu'on a fait ci, et puis le montrer à la communauté. Parce que c'est même si t'es que spectateur et que tu t'en fous de faire des trucs et que tu t'en fous d'avoir de la reconnaissance, juste le fait que tu sais qu'au sein d'une communauté dont tu fais partie, il y a des gens qui se bougent, et ben ça fait du bien, ça fait plaisir. Donc il faut aussi le faire tout ça. Ces trois aspects-là, vraiment, je dirais. Ah, une petite coupure. Euh, non, moi je t'entends bien. Ah, désolé, j'ai eu une petite coupure a priori. Ok, bon, moi je t'entendais bien. On ne sait pas, faut peut-être demander aux gens qui sont sur le chat s'il y a eu une coupure de moi ou si c'est que toi. Non, je l'ai eu aussi la coupure. Je pense qu'il y a eu un petit souci technique qui a duré 5 secondes, mais rien de dramatique. Ok,
Ok, donc en résumé, donc, les qualités pour toi du community builder, en deux, trois mots, c'est un, tenir le cap et la vision. Être transparent sur les réussites, les échecs, et puis mettre en avant les gens qui font des choses. À la fois pour eux, parce que certains c'est important, et puis aussi pour même les gens qui sont juste plutôt spectateurs, mais qui se disent waouh, c'est trop bien, il y a des gens, et j'en fais partie, il y a des gens qui se bougent et qui font des trucs, et je suis content d'être là du coup. Ok. Parfait, bah, ce sera donc le mot de la fin. Merci beaucoup Nicolas pour ta participation à ce huitième Community Talk. Merci à Bah, je toutes et t'en à prie. d'avoir suivi. Vous pourrez dans les prochaines semaines retrouver en replay directement sur notre chaîne YouTube ce Community Talk. Vous pouvez vous inscrire aux prochains Community Talk qui auront lieu demain et après-demain directement sur le lien que je viens de vous partager dans le chat. Et puis je vous dis à très très bientôt. Bonne route à Time for the Planet. Et puis, n'hésitez pas à vous aussi rejoindre cette superbe aventure en tant qu'associé de Time ou en tant qu'ambassadeur si vous souhaitez être encore plus engagé dans la communauté pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est ça. Merci à toutes et à tous. Merci Nicolas. Et puis à très Je t'en vite. prie. À très vite. À bientôt tout le monde. Ciao.